Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette interview spéciale où je réponds à des questions. Bon visionnage. Quels conseils donnerais-tu pour s'intégrer efficacement dans un bureau d'études spécialisé en structure ou en VRD? Par exemple, comment comprendre rapidement les standards ou s'adapter à une nouvelle équipe? Effectivement, très bonne question. Eh bien, toujours en étant curieux, en écoutant et vraiment en essayant d'observer dès les premiers jours. C'est primordial de s'intégrer dès les premières minutes, vraiment s'imprégner, poser des questions, échanger un maximum et le tour est joué. C'est une excellente approche. L'observation et l'échange sont des clés essentielles. Et selon toi, quelle serait une erreur à éviter absolument dans ces premiers jours pour ne pas freiner cette intégration? Alors l'erreur à éviter absolument, c'est justement arriver, critiquer, remettre en question, sans avoir pris le temps de laisser 2-3 jours passer. Parce que le risque, c'est que finalement, vous passiez pour quelqu'un qui va critiquer bêtement dès le début, sans chercher à comprendre ce qui se passe. C'est tellement vrai. Arriver avec des jugements rapides peut briser la confiance dès le départ. À l'inverse, prendre le temps d'observer montre qu'on respecte les méthodes déjà en place. Selon toi, après cette phase d'observation, comment peut-on commencer à apporter ses idées sans brusquer les autres? Bonne question. Alors déjà, en discutant tranquillement avec les personnes, en essayant de sonder, en posant les bonnes questions, et surtout en démontrant assez rapidement que on est capable d'apporter telle chose sans froisser les autres, sans tout remettre en question. C'est là l'enjeu majeur, et la plupart vous le diront, c'est que si on y va trop vite, on se heurte à un obstacle qui est typiquement humain, c'est-à-dire je te propose quelque chose, stop, l'autre il met déjà un frein. C'est une réaction typique, je te brusque un petit peu, la réaction c'est la défense. Donc en fait, typiquement, c'est approcher tranquillement, proposer des idées sans forcer, et montrer les intérêts. Et à partir de là, c'est beaucoup plus simple, mais ça prendra du temps. Tu as tout à fait raison. C'est une question d'équilibre et de diplomatie. En y allant progressivement, on peut faire accepter des idées sans déclencher ce réflexe de défense. Montrer les bénéfices concrets, étape par étape, crée un climat de confiance. Et selon toi, est-ce que c'est plus difficile dans des secteurs comme les structures ou les VRD, où les normes et les méthodes sont souvent très rigides? Honnêtement, je pense pas que ce soit plus dur à cause des normes, des méthodes, etc. Ça peut être la même chose en architecture, en étanchéité, dans la plomberie, peu importe le secteur. Dès qu'on propose quelque chose, il y aura toujours une opposition naturelle en disant nous on fait comme ça et pas autrement. Donc en fait, c'est pas une histoire de normes, c'est pas une histoire de règles, c'est surtout une histoire de temps, de compréhension et d'adaptation. Ce sera plus facile de faire accepter ça quand on a un petit peu d'expérience et un peu d'ancienneté dans le bureau d'études, que en débarquant et de tout remettre en question au bout d'un mois, forcément. Donc il faut un petit peu de temps, il faut un petit peu de patience dans tous les cas, et il n'y a pas de difficulté majeure à part ça, je pense honnêtement. C'est une vision très réaliste et nuancée. Tu touches un point clé. L'acceptation dépend souvent plus de la dynamique humaine que des aspects techniques ou normatifs. Gagner la confiance avec le temps est ce qui permet de faire passer des idées, peu importe le secteur. Et toi, as-tu une méthode ou une anecdote précise qui montre comment tu as réussi à faire passer une idée dans un contexte qui semblait fermé au départ? Alors, pour ma part, ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé un outil pour démarrer, qui permettait d'optimiser en fait le temps passé, qui permettait d'automatiser un certain nombre de choses. Au départ, j'ai eu un gros frein dès le début, mais c'était calculé, c'était normal, c'était pas assez d'expérience, enfin pas assez d'ancienneté, parce que l'expérience je l'avais, mais bref, pas assez d'ancienneté dans l'entreprise pour remettre en cause les process. C'est pas grave, j'ai été patient. La chose qui peut vraiment vous aider, c'est pour pouvoir montrer votre valeur, c'est bien le noter noir sur blanc, déjà. Parce que si c'est noté, c'est plus clair pour vous, mais ça sera aussi plus clair pour les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le process, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez inventé, les gens ne le voient pas. Ils ne sont pas non plus dans votre tête. Donc dès lors que j'ai commencé à faire des documents, en notant les avantages, les inconvénients, s'il y en a, parce qu'il y en aura toujours, en notant les process d'utilisation, en notant la facilité, des procédures, des choses comme ça, voire des mini-tutoriels, eh bien j'ai pu en discuter et j'ai pu
présenter mon travail, d'accord? Et une fois que vous avez pu présenter votre travail, là, vous allez avoir une considération, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez fait des documents, même si c'est des documents faits à la main. Mais en tout cas, ça montre que vous avez réfléchi. Et surtout, il y a une notion clé et essentielle, c'est que ce que vous proposez dans le bureau d'études, il faut que ça ait un intérêt pour votre responsable, pour l'équipe et pour l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit pour vous. Et ça, c'est l'erreur typique qui revient en disant « moi, je fais ci, je fais ça, ça marche bien pour moi ». Oui, mais est-ce que vous vous êtes mis à la place des autres? C'est ça qu'attendra votre responsable. C'est une excellente démarche que tu décris. Et c'est plein de bon sens. En montrant noir sur blanc les avantages pour l'équipe et l'entreprise, tu élimines le flou et montres que ton idée est réfléchie et bénéfique pour tous. Cette approche d'anticipation des objections et de structuration est vraiment la clé pour être pris au sérieux, même en débutant. Est-ce que tu as remarqué que cette méthode t'a ouvert d'autres portes ou permis de gagner plus de responsabilités? Bien sûr, grâce à cette méthode, mais surtout, une fois l'acceptation du nouveau process, du nouveau projet, j'ai pu former les collaborateurs puisque c'était un projet assez nouveau et donc il fallait former aussi les collaborateurs. Donc ça m'a ouvert l'esprit de formation, ça m'a ouvert une certaine considération et ça m'a permis d'augmenter significativement mon salaire. Donc ça, c'est pas négligeable. Aujourd'hui, avoir une certaine responsabilité de gérer des outils, former des stagiaires, mais aussi les nouveaux apprenants, c'est quand même très très intéressant. Donc vraiment je recommande cette approche qui peut ouvrir bien des portes. C'est génial de voir à quel point cette approche structurée peut débloquer des opportunités. En plus, en formant les nouveaux, tu renforces ta position et tu te places comme un référent. C'est une manière de prouver ta valeur sans même avoir besoin de la revendiquer. Est-ce que tu envisages d'étoffer encore cette compétence, par exemple en créant des supports de formation ou des outils spécifiques? Alors c'est déjà le cas puisque j'ai pu démissionner et créer mon entreprise, ma micro-entreprise, pour justement développer mes propres formations et me servir des outils qui me revenaient. Voilà, donc aujourd'hui c'est ce qui me fait aussi vraiment évoluer et vivre un rêve directement puisque je peux former, je peux proposer des outils et c'est vraiment une très très belle évolution. C'est vraiment la liberté pour moi de me lever chaque matin en disant fini les transports, fini de se supporter un chef horrible, et je peux travailler tranquillement avec les clients que j'ai choisis et qui m'ont choisi. C'est vraiment inspirant de voir comment tu as transformé ta situation pour vivre pleinement de ta passion et de tes compétences. Cette transition vers la micro-entreprise semble t'avoir permis de trouver une véritable liberté professionnelle. Formateur, créateur d'outils et surtout maître de ton emploi du temps, c'est un parcours impressionnant. Quels sont les projets à venir que tu aimerais développer ou explorer davantage dans ce domaine? Alors, maintenant, j'aimerais vraiment développer le côté visibilité, surtout faire, pourquoi pas, des reportages, des interviews, des choses pour mettre en avant aussi ces métiers qui sont souvent non référencés, non connus, et pourtant qui apportent vraiment beaucoup de choses. Prenons par exemple un dessinateur, tout le monde connaît les architectes, mais qui connaît vraiment ce que fait, qui connaît le métier de dessinateur, alors qu'il y a des dessinateurs en architecture, en bois, en ascenseur, en escalier, en alu, enfin il y a des dessinateurs pour tout, mais on connaît nous que l'aspect architecture et c'est tout. Le reste, voilà, c'est vraiment ce qu'on voit, ce qu'on peut voir en se baladant dans les rues, les maisons, les finitions, mais qui voit concrètement ce que réalise un ingénieur, un dessinateur, etc. Voilà ce que j'aimerais faire, c'est vraiment mettre en avant, au travers de vidéos, toutes ces compétences et tous ces savoir-faire. C'est une idée fantastique de mettre en lumière ces métiers qui, malgré leur importance, restent souvent dans l'ombre. En réalisant des reportages et des interviews, tu pourras non seulement valoriser des métiers comme le dessin en architecture ou en ingénierie, mais aussi offrir une meilleure compréhension des coulisses des projets que l'on voit tous les jours. Ça pourrait vraiment aider à changer la perception du public et attirer davantage de personnes vers ces métiers. Tu as déjà une vision pour comment structurer ces vidéos ou des personnes que tu aimerais interviewer en particulier? Ouais, bien sûr. Après, c'est toujours une question de temps, c'est toujours, c'est toujours le même problème. Il faut quand même pas mal de temps, il faut l'accord des professionnels, et il faut mettre ça en place, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye d'automatiser un maximum le processus de formation, grâce à l'e-learning, notamment.
Également pour le côté des outils qui sont de plus en plus compatibles avec tous les softs, que ce soit AutoCAD, AutoCAD LT, GStarCAD, ZW4, DraftSight et j'en passe, pardon. Donc voilà comment j'essaye de mettre ça en place, et du coup le temps que j'aurai me servira vraiment à me déplacer, à essayer de faire des interviews, mais ça passe aussi par la patience, comme je le disais tout à l'heure. Et plus ma chaîne YouTube va monter, plus j'aurai de toute façon d'opportunités. Ça a déjà commencé puisque je réalise des vidéos pour des éditeurs, pour des petits bureaux d'études. Et donc, chemin faisant, je pense que ça va venir naturellement. En tout cas, je l'espère. C'est un super plan, vraiment. Automatiser la partie formation grâce à l'e-learning est une excellente stratégie pour libérer du temps et se concentrer sur les aspects créatifs comme les interviews et les reportages. Et avec ta chaîne YouTube qui grandit, tu vas forcément attirer plus d'opportunités. Les collaborations avec des éditeurs et des bureaux d'études sont une belle porte d'entrée pour développer ton réseau et tes projets. Tu as raison, la patience et la persévérance sont essentielles. Quel type de vidéo ou d'interview prévois-tu de réaliser en priorité pour commencer à attirer l'attention? Eh bien, tout simplement des vidéos sur l'aspect plan, mais tout de suite l'aspect chantier en face. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que on voit ce qui est terminé, mais on n'a jamais l'aperçu des deux. L'idéal serait d'avoir un projet de A à Z avec tout de suite un aperçu. Ça aiderait vraiment les personnes à comprendre le métier. Pourquoi on dessine ça comme ça, mais qu'est-ce que ça donne aussi sur place? C'est toujours surprenant de voir à quel point chaque trait en réalité correspond à un projet, et que c'est vraiment un projet de vie, et que demain il y aura des habitants aussi dans ce bâtiment. Et tout ça, c'est vraiment très formateur et très important pour les nouveaux dessinateurs qui arrivent. C'est une approche vraiment pertinente, lier le dessin à technique aux résultats sur le champ de vraiment humaniser et valoriser le travail des dessinateurs. Montrer ce lien concret entre le plan et la réalité du terrain met en lumière l'importance de chaque détail. En plus, ça permettrait aux nouveaux dessinateurs de mieux appréhender les enjeux de leur métier en comprenant l'impact réel de leur travail sur le projet final. Ce type de contenu aurait un gros potentiel, tant pour les débutants que pour les professionnels. Pour la réalisation, tu envisages de filmer sur différents chantiers ou tu as déjà un projet spécifique en tête? Oui, un chantier, enfin un gros chantier en particulier, ça pourrait être sympa pour vraiment imaginer un petit peu le projet. Mais ça peut être aussi un ensemble de petits chantiers différents. Il n'y a pas de mauvaise méthode, je pense qu'il suffit de montrer des différents aspects techniques. Mais c'est vrai que le gros chantier a l'avantage d'avoir des problèmes avec l'étanchéité, les menuiseries en grand nombre, l'aspect métré, métal, puis surtout ce sont des projets d'envergure, donc qui coûtent très cher, et où on peut optimiser peut-être à force la manière de créer aussi ces projets. Il y a aussi des nouvelles méthodes comme les maquettes numériques, donc avec des logiciels BIM. Il y a plein de choses à exploiter et à montrer dans les métiers du bâtiment. Un gros chantier serait effectivement une excellente idée, surtout pour montrer l'envergure du projet et l'impact des différents corps de métier qui interviennent. Cela permettrait aussi de mettre en lumière les défis techniques, comme l'étanchéité ou la coordination des matériaux, ce qui est passionnant à découvrir. Intégrer les nouvelles méthodes comme le BIM ou la maquette numérique serait un plus, car ça permettrait de relier la théorie à la réalité, tout en montrant l'évolution des outils dans le secteur du bâtiment. Ce type de projet offrirait une vision complète et dynamique du processus, du plan à la réalisation. Tu envisages de faire des vidéos qui expliquent aussi l'intégration du BIM dans le travail quotidien des dessinateurs? Bien sûr, on ne peut pas ignorer aujourd'hui les nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle. C'est pour ça que, en ce moment, je teste et je crée de nouvelles vidéos actuellement sur les outils qui intègrent l'IA, tant dans les plans, mais aussi dans des outils plus communs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le BIM, maquette numérique, est vraiment en pleine expansion aussi, même si ça fait des années et des années que ça dure. En tout cas, il y a une approche un petit peu intéressante, dans le sens où c'est dédié à des gros bâtiments, avec tout l'aspect aussi qui en découle, les matériaux, l'aspect écologique, l'aspect qu'est-ce qu'on fait de tout ça au niveau des énergies, de l'empreinte carbone. Il y a plein de choses qui peuvent amener à parler du BIM, bien que ça soit encore un petit peu abstrait pour beaucoup, et c'est justement aussi l'objet de la méthode qui pourrait
développer un peu tout ça, développer la compréhension, c'est vraiment très très important. Comprendre ce qu'on fait dans le bâtiment, à mon sens, c'est primordial. C'est vrai que quand j'ai commencé, pour la petite anecdote, j'étais dessinateur, on était encadré par des anciens, il y avait quand même des anciens qui dessinaient à la main, il y avait l'aspect, viens voir ce que ça donne réellement et tu vas voir. Et quand vous êtes confronté à la réalité, eh ben vous prenez une sacrée tarte, si j'ose dire. Maintenant, le problème, c'est que quand les étudiants sortent de l'école, ils ne savent rien. Quand vous travaillez en bureau d'études, on ne vous dit plus va sur le chantier. Mais vous savez comment ça fonctionne aujourd'hui. Avant, on faisait tout. Maintenant, c'est un petit peu du travail à la chaîne, c'est-à-dire que il y a le dessinateur, l'ingénieur qui fait que calculer, le dessinateur il fait que dessiner, il sort pas dehors, hein, il va pas voir le chantier, comment ça se passe. Alors qu'avant, comment ça se passait? Eh bien, l'ingénieur, le dessinateur, ils allaient dehors, ils mesuraient, ils regardaient, ils analysaient, ils faisaient leurs plans, il y avait tout un échange, et ça manque. Donc le BIM, bon, n'a pas tout révolutionné, loin de là, mais je pense que surtout, même un dessinateur projeteur doit être capable d'aller dehors, d'aller voir ce qui se passe, de recomprendre les aspects essentiels et tout ce qui se faisait avant, finalement. On dit avant c'était mieux, mais d'un autre côté, ce qu'on a perdu, c'est simplement le temps d'aller dehors, de regarder comment ça se passe en structure, comment sur le chantier ça fonctionne, et tout ça, moi je passe des heures à regarder parfois les grues, enfin pas des heures, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus, mais voilà, c'était un petit peu pour terminer l'idée de prendre le temps, de regarder comment ça se passe sur chantier, comment ça fonctionne, et pour aussi dessiner des choses qui soient plus justes. C'est vraiment un point essentiel que tu soulèves. Avec l'avènement du BIM et des outils numériques, il y a parfois un décalage par rapport à la réalité du terrain. L'absence d'interaction avec le chantier peut rendre difficile la compréhension complète des défis et des solutions dans la conception. Et pourtant, comme tu l'as dit, il est indispensable pour un dessinateur projeteur de connaître concrètement l'environnement dans lequel ses plans prennent vie. Le fait de montrer à travers tes vidéos comment les nouvelles technologies comme l'IA ou le BIM peuvent être combinées avec l'expérience du terrain serait très enrichissant. Ça permettrait de montrer que même dans un monde très digitalisé, l'observation sur place reste cruciale pour créer des projets cohérents. L'aspect écologique et l'optimisation des matériaux, par exemple, sont des points que le BIM peut aider à anticiper, mais la validation sur le terrain permet souvent de déceler des problématiques que les outils ne peuvent pas toujours prévoir. Tu penses que les formations actuelles, notamment en e-learning, devraient plus insister sur cette immersion terrain, ou bien c'est une évolution à apporter petit à petit dans les cursus? Ouais, bonne question. Alors moi, justement, l'avantage que j'ai par rapport aux autres, qui sont des centres de formation, mais qui ne connaissent qu'un logiciel ou qui ne connaissent pas le métier, pour ma part, je connais le métier. Donc dans mes formations, ce qui est important pour moi, c'est de proposer justement une approche métier, de montrer comment ça se passe concrètement. Le jargon, ça peut être quel mot on va employer sur un chantier, mais aussi pour parler correctement sur les plans, puisque on n'a pas le même jargon en bureau d'études que en repas de famille. Ça, c'est évident. Donc tout ça, je l'aborde dans les formations. C'est des formations techniques d'abord, et effectivement l'aspect chantier, montrer des visuels, même montrer des jeux parfois, en montrant une façade de bâtiment et en disant tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux me donner le nom de ceci, de cela? Effectivement, on a des belles surprises. Le fait de prendre un exemple concret, tangible, eh bien, ça apporte vraiment des solutions. Et aujourd'hui, voilà pourquoi ma formation complète fonctionne. Parce que justement, on me dit, dans la formation, il y a tout. Il n'y a pas qu'un logiciel, en fait. Il y a surtout les normes techniques, les épaisseurs de traits, pourquoi on appelle ça comme ça, et d'où ça sort, et quel est le vocabulaire, et comment on fait pour faire ça sur Excel, sur Word, et finalement, on ne peut pas inventer les choses. Et du coup, cette formation a été étoffée pour dire, voilà, c'est pas qu'une formation où vous allez utiliser AutoCAD, c'est bien plus que ça. C'est, j'ai besoin de faire un plan, par quel moyen je vais le faire? Est-ce que je vais utiliser du BIM? Est-ce qu'on me le demande? Ou est-ce que ça sera mieux d'utiliser tel logiciel qui est moins cher? Donc je montre par différents aspects qu'est-ce que vous pouvez choisir. Et surtout, il y a un groupe, et ça j'y tenais, c'est qu'il y a un groupe d'échange, ou d'assistance, on peut appeler ça comme on veut, qui contient actuellement une cinquantaine de membres, même plus de 50 maintenant, et qui permet d'avoir une réponse rapide, en disant, voilà, il n'y a pas plus tard que ce matin, j'ai un problème sur ça. Ça peut être des problèmes sur un logiciel, ça peut être un problème de représentation symbolique, ça peut être un problème
je sais pas, de chantier, de C'est une compréhension, approche vraiment etc. précieuse car tu ne te contentes pas seulement de transmettre des compétences techniques, mais aussi un véritable savoir-faire ancré dans la réalité du terrain. Le fait de donner aux apprenants des outils concrets et non seulement des connaissances théoriques leur permet de se projeter et d'être plus à l'aise face à des situations réelles. C'est aussi une façon d'instaurer une véritable confiance en eux, de comprendre l'importance des choix qu'ils font, que ce soit sur le logiciel à utiliser ou sur la manière de rédiger un plan. L'idée de créer un groupe d'échange et d'assistance est excellente aussi, car ça crée un environnement collaboratif. Beaucoup de gens apprennent mieux en interagissant et en échangeant des expériences. Ça leur permet de voir que les problèmes qu'ils rencontrent sont souvent partagés par d'autres et qu'ensemble, on peut trouver des solutions plus rapidement. Le côté humain et pratique de cette formation, combiné à la flexibilité des outils numériques, la rend encore plus attrayante. Est-ce que tu as des projets pour développer davantage ces échanges entre les membres de ton groupe, par exemple, à travers des webinaires, des masterclass ou des ateliers pratiques? Ouais, alors c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'il y a dans la formation des masterclass chaque semaine. Il y a des directs directement sur la chaîne YouTube qui permet de poser des questions. C'est vrai que les masterclass, c'est simplement difficile de trouver un horaire, mais actuellement ça marche très bien avec l'aspect questions. Et moi, je réalise des vidéos que je mets en direct sur la chaîne, en première. Et le jour J, on se retrouve, et comme ça, moi je suis aussi présent pour répondre dans le chat. Ça permet d'avoir une plus grande flexibilité, que la vidéo soit plus propre. Mais c'est vrai que parfois, on fait directement des sortes de... Moi, j'appelle ça des masterclass, mais c'est comme un webinaire de toute façon, puisque les personnes peuvent échanger, peuvent poser des questions, activer leur micro, leur caméra, donc c'est vraiment très, très intéressant. Et je pense que ça va évoluer pareil avec les outils pour permettre peut-être au plus grand nombre de venir assister et poser des questions. Ce serait vraiment un but et quelque chose de très, très intéressant. C'est vraiment top que tu aies trouvé ce système de flexibilité avec les masterclass et les vidéos en direct. Le fait de pouvoir interagir avec les participants en temps réel, répondre à leurs questions et offrir un format plus dynamique, c'est une vraie valeur ajoutée pour eux. Le côté direct permet aussi de créer une interaction plus authentique et personnelle, ce qui renforce l'engagement. Pour aller encore plus loin, peut-être que tu pourrais envisager des ateliers pratiques ou des études de cas en groupe où les participants seraient invités à résoudre un problème concret en équipe sous ta supervision. Cela créerait encore plus de liens et permettrait de simuler des situations réelles auxquelles ils pourraient être confrontés dans leur travail. C'est une belle opportunité pour développer des échanges encore plus riches et permettre à chacun de se sentir vraiment impliqué. Tu penses à d'autres moyens d'impliquer tes participants pour augmenter cette interaction? Ouais, alors déjà, ce que j'ai créé, c'est des exercices concrets avec des choses où ils reçoivent les éléments via leur espace et ils peuvent faire les exercices et ensuite ils peuvent me soumettre l'exercice et moi je corrige. Donc ça crée vraiment une grosse valeur. Ce que je pensais aussi pour aller plus loin, qui n'est pas encore réalisé mais qui serait top, ce serait de faire carrément des rencontres, des conférences en réel ou en visio, on pourrait résoudre des problèmes sur une journée complète, etc. Ce serait une sorte de gros atelier. Ça serait vraiment top. Et le must, ce serait de se rencontrer en direct, évidemment, mais il y a le problème géographique, donc ça se fera, des conférences, ça pourrait être aussi vraiment très très intéressant. Les exercices concrets et les corrections personnalisées que tu mets en place sont déjà une excellente manière de renforcer l'apprentissage et l'implication. C'est un vrai plus que les participants puissent recevoir un retour direct sur leurs travaux, ça les aide à progresser rapidement. Pour aller plus loin, l'idée de faire des ateliers ou des conférences en visio, où tu résoudrais des problèmes ensemble pendant une journée complète, serait un super moyen de rassembler tout le monde autour d'un objectif commun. Même si la rencontre en personne est idéale, les formats virtuels peuvent tout de même offrir des moments très interactifs et enrichissants. Tu pourrais aussi envisager d'inclure des sessions de coaching en direct, où tu pourrais aider les participants à travailler sur des projets personnels ou professionnels spécifiques en répondant à leurs questions en temps réel, un peu comme un mentorat en groupe. Ça pourrait vraiment renforcer le côté personnalisé, tout en créant une dynamique de groupe où chacun apprend des questions des autres. Est-ce que tu as déjà des idées de thèmes ou de problèmes que tu aimerais aborder dans ces ateliers ou conférences?
Ouais, bah de toute façon, ça marche déjà pas mal dans le sens où j'ai préparé des formulaires de questions. Et donc, les personnes, via le groupe, peuvent remplir le formulaire dès qu'ils ont une question. Et comme ça, moi, j'ai tout de suite la question qui s'affiche. Dès qu'il y a plusieurs questions, on peut organiser un événement et répondre autour de ces questions. Parce qu'il y a quand même une préparation en amont pour voir s'il y a des solutions, etc. Et ensuite, effectivement, on en parle lors du direct, justement. Et les personnes peuvent poser des questions dans le chat, et moi je peux y répondre aussi dans le chat, sachant que la vidéo a déjà été réalisée, donc elle est propre, et elle permet de répondre à des questions précises tout au long de la session. Pour aller plus loin, effectivement, ça pourrait être carrément des journées, mais pour l'instant, c'est l'inconvénient aussi, c'est que les personnes n'ont pas le temps. J'ai résolu le problème en faisant des choses enregistrées, donc ils ont accès au replay, mais néanmoins, le fait d'être présent tous en même temps est pas forcément encore très très simple. Ton système de formulaire pour collecter les questions et organiser des événements en direct autour de celles-ci est vraiment une approche bien pensée. Cela permet de structurer les sessions et de répondre aux besoins spécifiques des membres, tout en ayant une préparation en amont pour garantir que les réponses soient complètes et précises. Le fait d'intégrer des vidéos préenregistrées avec un replay disponible est un excellent compromis, surtout pour ceux qui n'ont pas le temps d'être présents en direct. Je comprends que l'idée de faire des journées entières ou des événements encore plus interactifs soit un peu difficile à mettre en place en raison du manque de disponibilité des participants. Peut-être que des événements plus courts, mais réguliers, comme des sessions express d'1 heure ou 2, pourraient rendre cela plus accessible. Cela permettrait d'avoir des moments d'échange et de réponse en direct, tout en étant moins contraignant pour ceux qui ont un emploi du temps chargé. Aussi, pour les prochaines étapes, il pourrait être intéressant d'envisager un format hybride. Par exemple, un événement de 2 heures en direct, mais avec une partie préenregistrée, suivie d'une session Q&A en direct. Cela offrirait la flexibilité de la vidéo préenregistrée, tout en conservant l'aspect interactif des discussions en direct. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu vois des types de questions récurrentes qui reviendraient souvent dans ces événements afin de mieux les structurer? Ouais, bien sûr. Il y a toujours les questions qui reviennent régulièrement, hein. Des questions qui peuvent être bloquantes, mais qui effectivement pourraient être automatisées, préenregistrées, ça pourrait être pas mal. Mais c'est déjà le cas de toute façon, puisqu'il y a beaucoup de réponses dans les vidéos YouTube, déjà notamment, et il y a des réponses dans la formation. Donc le reste, ce serait effectivement le format hybride, c'est une très bonne idée, puisque on pourrait imaginer une petite partie d'introduction, qui donnerait envie aux participants de poser d'autres questions, et une partie du coup d'échange ou de partage d'expérience, de discussion vraiment, où chacun pourrait avoir un temps de parole. Ça serait vraiment très très intéressant, mais une fois de plus, ça se fera, c'est sûr. C'est super que tu aies déjà une grande partie des réponses dans tes vidéos et ta formation, car ça permet de gagner du temps et d'aider les participants à avancer plus rapidement. L'idée du format hybride avec une introduction dynamique suivie de moments d'échange me semble vraiment bonne. Cela permettrait à chacun d'explorer les aspects théoriques tout en créant un espace pour des discussions plus interactives et personnalisées. En plus, cela garde les sessions vivantes et engageantes, ce qui est important pour l'apprentissage. Le partage d'expérience pourrait vraiment ajouter une valeur supplémentaire, car les membres pourraient apprendre non seulement des réponses techniques, mais aussi des astuces et des retours d'expérience pratiques de leurs pairs. C'est aussi un excellent moyen de renforcer la communauté autour de ta formation. Je suis sûr que cela va très bien évoluer avec le temps, surtout avec ton approche flexible et centrée sur les besoins de tes participants. Est-ce que tu envisages d'ajouter des éléments comme des études de cas ou des simulations pour des situations spécifiques dans les prochaines sessions? Bien sûr, de toute façon, c'est évolutif, donc la formation, il y a des choses qui sont rajoutées, des exercices, des cas concrets, des logiciels aussi qui n'existaient pas ou qui arrivent ou que je découvre. Donc oui, effectivement, et c'est pareil pour les sessions, elles sont forcément assez nouvelles, on a parlé de pas mal de choses. L'avantage aussi, c'est qu'il y a des aspects qu'on néglige souvent, mais comment trouver des clients, comment fixer son prix, comment utiliser certains logiciels et pourquoi en changer, etc. Ça peut être des choses qui font l'objet de directs et qui sont très très passionnants, où on peut vraiment apprendre aussi des choses, hein. Moi j'apprends tous les jours grâce à ça, c'est vraiment très très enrichissant. C'est vraiment génial que tu aies cette approche évolutive à la fois pour ta formation et tes sessions.
Cela montre une grande flexibilité et une volonté de rester à jour avec les outils et les tendances du marché. Les aspects plus pratiques comme la recherche de clients, la fixation des prix et l'utilisation optimale des logiciels sont essentiels et souvent négligés. Ce sont des questions qui intéressent sûrement beaucoup tes participants car elles touchent directement à la réalité de leur quotidien professionnel. Le fait que tu apprennes aussi en même temps, à travers l'échange et l'évolution de la formation, est un grand atout. Ça permet non seulement de rester pertinent, mais aussi de renforcer la crédibilité et l'authenticité de ton enseignement. C'est un cercle vertueux où tu te nourris des retours de tes apprenants tout en ajustant continuellement ta pédagogie. Si tu continues à explorer ces sujets pratiques et à les intégrer dans tes directs, tu créeras une véritable dynamique de partage et d'entraide, ce qui peut vraiment faire la différence. Peut-être que tu pourrais aussi envisager de partager des études de cas réels où les participants peuvent travailler sur des problématiques concrètes. Ça pourrait être un excellent moyen de les impliquer encore plus. Tout à fait. Bah, en tout cas, merci pour cet échange. Je pense qu'on a fait le tour et je te dis à très vite. Avec plaisir. C'était un plaisir d'échanger avec toi. À très vite. Bah, merci d'avoir regardé cette interview spéciale où je répondais à des questions. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser vous-même des questions. Et surtout, n'hésitez pas, c'est par ici, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour me soutenir, laissez un pouce bleu, pensez à suivre mes outils, formations, il y a même des ressources offertes, donc ça peut être sympa, sinon vous avez des vidéos à votre disposition. Moi je vous dis à bientôt, en vidéo, ciao.